Bonjour. Dans ce document, on va avoir un exemple d'un problème qui peut servir d'application, d'exercice dans différentes leçons, notamment les leçons d'arithmétique, donc les leçons 6 et 7. Mais on va voir aussi à la fin de ce document qu'on peut intégrer cet énoncé dans d'autres leçons. Donc l'énoncé est le suivant. Lors d'un mariage, les convives sont assis autour de plusieurs tables rondes. Au cours de la soirée, un jeu les amène à se lever puis à se rasseoir à la place de leurs voisins de droite, et ce un nombre de fois égal au nombre de convives. À la fin du jeu, chaque convive se retrouve à sa place initiale sans que cela ne se soit jamais produit au cours du jeu. Que peut-on dire du nombre de convives? Donc on a un énoncé qui contient aucune valeur numérique et qui va nous amener à un problème qu'on va énoncer de façon mathématique de la façon suivante. Déterminer l'ensemble E des entiers n qui sont supérieurs ou égaux à 2 tel qu'il existe un entier k des n1 etc. jusqu'à nk, donc un nombre d'entiers ici qui est supérieur ou égal à 2 tel que n soit la somme des ni et n soit aussi le ppcm des ni. Donc on a une petite explication qui explique pourquoi en fait l'ensemble E c'est l'ensemble des entiers n qui pourrait être le nombre de convives qu'il y a lors du mariage que l'on étudie dans l'énoncé numéro 1. Donc en fait on a posé n le nombre de convives, donc c'est supérieur ou égal à 2 parce qu'il y a au moins les mariés. K c'est le nombre de tables, on nous a dit qu'il y avait plusieurs tables, donc n est supérieur ou égal à 2. Et ni correspond au nombre de convives à la table numéro i pour chaque table, i compris entre 1 et k. L'équation n égale la somme des ni, elle est très simple, hein, c'est simplement de dire que le nombre total de convives, c'est le nombre de convives qu'il y a sur chaque table. Et toutes les tables, tous les convives de la table numéro i, lorsqu'ils tournent, à chaque fois ils vont à droite, ils vont se retrouver à leur place initiale au bout de ni étapes, et donc ils vont se retrouver encore à leur place pour chaque multiple de ni. Tu auras 2 fois ni, 3 fois ni, etc. Donc, puisqu'à la fin du jeu, chaque convive se retrouve à sa place initiale, n qui est égal au nombre d'étapes, il est à la fois un multiple de n1, de n2, etc. C'est un multiple commun de tous les ni, et c'est le plus petit car jamais pendant au cours du jeu, tout le monde n'a pu retrouver sa place initiale. Donc on a cette équation aussi n égale le ppcm. Donc on a n, c'est la somme des ni, mais c'est aussi le ppcm des ni. Bien sûr, ici ça intègre le fait que plusieurs tables puissent avoir le même nombre de personnes. Quand on a des répétitions, ça ne change pas le ppcm, mais bien sûr, quand on a des répétitions, ici ça change la somme. Donc dans ces équations, ici, c'est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs valeurs de ni qui soient égales les unes aux autres. Donc maintenant on a le théorème principal, le théorème qui est le cœur de cette application, hein, qui dit que on peut décrire l'ensemble E. L'ensemble E, c'est l'ensemble des nombres qui ne sont pas des puissances d'un nombre premier, ni le produit de deux nombres premiers. Par exemple, ça ne peut pas être quelque chose comme 8, hein, qui est 2 puissance 3. Ça ne peut pas être non plus un nombre comme 10, qui est 2 fois 5, le produit de deux nombres premiers. C'est n'importe quel nombre qui est né ni une puissance d'un nombre premier, ni le produit de deux nombres premiers. Et le plus petit nombre qui satisfasse le minimum de l'ensemble E, hein, le plus petit nombre qui ne soit ni une puissance d'un nombre premier, ni un produit de deux nombres premiers, c'est le nombre 12. 12 qui est 2 puissance 2 fois 3, qui a donc deux facteurs premiers, et dont un au moins avec une puissance 2. Il y a aussi dans l'ensemble E les nombres qui sont un produit de trois nombres premiers, comme 30 par exemple. Donc la démonstration, il y a donc deux sens, hein, puisque c'est si et seulement si et seulement si, il y a donc deux sens à faire. Un sens qui est relativement facile, c'est de vérifier que si n c'était une puissance d'un nombre premier, alors elle ne peut pas satisfaire, on ne peut pas trouver des ni, parce que si n
c'est une puissance d'un nombre premier, alors le PPCM des NI, comme chaque NI sera un diviseur de N, il sera lui aussi une puissance de ce nombre premier, et le PPCM, ça sera ce nombre premier, disons, appelons-le P, ça sera P puissance, la plus grande puissance qui intervient ici, et donc pour que ça soit égal à N, il faudrait qu'il y ait un DNI qui soit égal à N. Mais si un DNI est égal à N, alors K ne peut pas être égal à 2, parce que si déjà on a un DNI qui vaut N, il ne peut pas y en avoir un deuxième, à cause de la somme. Et si N c'est le produit de deux nombres premiers, on peut aussi vérifier que c'est impossible qu'on ait ces conditions. Maintenant, la partie difficile, c'est de démontrer que si N n'est pas une puissance d'un nombre premier, ni le produit de deux nombres premiers, alors on peut toujours trouver des N1, etc., N quart, tels que N, ça soit la somme, est aussi égal au PPCM. Pour cette démonstration, on va avoir besoin d'un lemme qui est intéressant par lui-même. Donc c'est le lemme numéro 2. On a un petit lemme le lemme 1, il va être juste de réécrire qu'est-ce que ça veut dire que un nombre n'est pas une puissance d'un nombre premier ni le produit de nombre premier. Si un nombre vérifie ces deux conditions, alors on pourra écrire ce nombre comme un produit AB, n sera le produit AB, où A et B sont des nombres qui sont plus grands ou égaux à 2 et qui sont premiers entre eux et qui ont comme particularité que chacun des deux est divisible par un nombre premier. Donc, petite preuve du lemme numéro 1. Donc, prenons un entier n, on sait qu'il vérifie les hypothèses du lemme 1, ça veut dire qu'il n'est pas une puissance d'un nombre premier et n'est pas non plus le produit de deux nombres premiers. Donc, d'après le théorème du diviseur premier, qui s'applique à n'importe quel nombre qui est plus grand ou égal à 2, il y a un nombre premier qui divise n. On peut considérer la partie qui contient tous les diviseurs de P dans A, c'est P puissance d'évaluation P addict de A. A, c'est la plus grande puissance de P qui divise n. La plus grande puissance de P qui divise n. Et quand on a divisé par cette plus grande puissance de P qui divise n, on obtient B. Et B, donc du coup, il n'est pas divisible par P. Et comme P, c'est le seul nombre premier qui divise A, on a que A et B, ils sont premiers entre eux. Donc, on a cette décomposition de n comme P puissance VP de A fois quelque chose qui n'est plus divisible par P, par B, qui n'est pas divisible par P. Et bien sûr, comme n n'est pas une puissance d'un nombre premier, n n'est pas égal à A, donc B n'est pas égal à 1, il est plus grand ou égal à 2, et donc il y a un autre nombre premier, puisque P ne divise pas B, un autre nombre premier, disons Q, qui divise B, et donc on a les conditions ici. Et on peut rajouter qu'on a comme condition que P divise strictement A ou Q divise strictement B, parce que comme on sait que P divise A et on sait que Q divise B, si si un des deux ne le divisait pas strictement, ça veut dire que si les deux étaient égaux, on aurait AB égale PQ, mais si AB égale PQ, ça veut exactement dire que N, qui est égal à AB, est le produit P fois Q, donc un produit de deux nombres premiers, ce qui est exclu par notre hypothèse, puisque ici on suppose que N n'est pas le produit de deux nombres premiers. Donc on a en plus, en bonus, cette condition qui est que soit P est strictement plus petit que A, soit Q est strictement plus petit que B. Alors pas forcément les deux, mais un des deux est strictement plus petit. Donc par exemple, si on prend l'exemple de n égale 12, dans n égale 12, on aurait A qui serait égal à 4, B ça serait 3, P ça serait 2 qui divise 4 strictement, et Q ça serait aussi 3 qui divise B qui est égal à 3, mais du coup pas strictement. Alors, un des deux c'est possible qu'un des deux ça soit égal, mais il y a au moins un des deux qui est strict. Donc voilà, et maintenant on a le lemme qui est le plus intéressant, c'est le lemme numéro 2. Le lemme numéro 2, il nous dit que si on prend trois nombres A, B et M qui sont tous plus grands ou égaux à 2, avec A et B qui sont premiers entre eux, et on a cette condition qui est que
m est plus grand que AB moins A moins B plus 1. On remarque que cette condition elle est équivalente, c'est-à-dire que m est plus grand que A moins 1 facteur de B moins 1. Alors, il existe x et y appartenant à n, tel que ax plus by égale à n. Donc en fait, on est en train de résoudre une équation différéentielle linéaire, mais au lieu de la résoudre dans z, ce qui est habituellement un grand classique en utilisant la relation de Bezout et le théorème de Gauss, on est en train de la résoudre dans n. C'est-à-dire que ici, on ne cherche pas x et y, simplement x et y dans z, on cherche x et y dans n. Donc on veut que les deux soient x et y, ils soient tous les deux des nombres positifs. Puisque ça va être x et y, ça va être le nombre de tables qui contiennent un certain nombre de convives, et donc un nombre de tables, ça ne peut pas être un nombre négatif. Donc on va maintenant essayer de résoudre ce lemme, de démontrer ce lemme. Donc on commence par écrire la relation de Bezout dans Z. La relation de Bezout dans Z, comme A et B sont premiers entre eux, il existe U et V, tel que AU plus BV égale à 1, mais le plus BV, c'est forcément avec un V qui est négatif, donc nous on va l'écrire comme on s'intéresse à prendre des U et V qui appartiennent à N, on a AU moins BV égale à 1. On aurait pu aussi avoir des U et des V entiers tels que AV moins BU égale à 1. Donc l'équation différéentielle, ici l'équation d'inconnu U et V, cette équation différéentielle, on peut trouver toujours, normalement, c'est U et V tel que AU plus BV égale à 1, mais comme nous on s'intéresse aux éléments de N, on peut le trouver ici avec un V qui est négatif qu'on a ici noté moins V. Donc on a cette relation qui vient de Bezout dans Z. Maintenant nous on veut transformer cette relation de Bezout pour obtenir cette équation différéentielle, pour trouver une solution de cette équation différéentielle. Donc la méthode naturelle c'est de multiplier par M, et on va avoir MU moins MV ici comme solution. Et on a envie de prendre x égale mu et y égale mv. Mais ici, y égale moins mv, c'est pas acceptable parce qu'il faut que notre y soit positif. Donc on va modifier un petit peu cette équation, cette solution qui est dans z pour obtenir une solution qui est dans n. Donc pour ça, on va distinguer deux cas. Et on va commencer par supposer que M est assez grand, même plus, au lieu qu'il soit plus grand que ça, mais carrément plus grand que AB. Si M est plus grand que AB, alors on va s'intéresser à la longueur de l'intervalle qui va de UM sur B à VM sur B. Donc la longueur de l'intervalle, enfin qui va plutôt de VM sur A à UM sur B. Donc la longueur de cet intervalle, ici on peut la calculer simplement, on réduit au même dénominateur, on trouve ça. Et en utilisant ici que AU moins BV c'est égal à 1, on trouve M sur AB. Et comme on a supposé que M était plus grand que AB, on trouve plus grand que 1. Mais si on a un intervalle dont la longueur est plus grande que 1, plus grande ou égale à 1, et bien cet intervalle contient forcément un nombre entier. Tous les intervalles dont la longueur est supérieure ou égale à 1 doivent contenir un entier. Donc il y a un entier dans cet intervalle, c'est-à-dire un entier qui est compris entre ça et ça, on l'appelle W. Et on se rend compte que en fait, ça nous permet de dire que d'une part, x qui est donné par cette formule est positif, grâce à cette inégalité, et y qui est donné par cette formule est aussi positif. Donc, il ne nous reste plus qu'à vérifier que ax plus by est bien égal à m, juste en remplaçant x par sa valeur et y par sa valeur, on vérifie que ax plus by est égal à m. Comme x ici est positif et y est positif, on a bien une solution, on a bien qu'il existe x et y qui vérifie ça. Maintenant, on va étudier un deuxième cas. Le deuxième cas va être un peu plus compliqué, c'est le cas intermédiaire où on a m qui est compris entre cette valeur, mais il n'est pas plus grand que AB, mais il est quand même plus grand que A-1 facteur de B-1.